Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H. Review de l'épisode 12 de Jujutsu Kaisen. Et quel épisode! Quel épisode! L'épisode était vénère, on peut le dire. Franchement, on s'est pas ennuyé. Je crois qu'en termes de rythme, c'est l'un des épisodes les plus, on va dire, bien rythmés du moins que j'ai pu voir dans cette saison. Alors, attention, il y avait d'autres épisodes qui étaient excellents aussi. Attention, je parle pas de qualité, mais je parle de rythme. Franchement, dans cet épisode, tu ne souffles pas une seule seconde. Très clairement, hein. Mais bon, les frérots, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, commentaire vers le haut ou vers le bas, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez les frérots. Si vous n'aimez pas mon contenu, bah écoutez, vous dislikez, et si vous aimez mon contenu, bah écoutez, vous mettez un like, ça fait toujours plaisir. Alors, déjà, l'épisode débute avec Nanami qui, bon, constate que tous ses alliés, hein, les hommes, femmes en noir, habillés en costume, sont tous morts, mais sont morts dans d'atroces souffrances. Et il voit ça, et ça, c'est quelque chose qui l'énerve. On a évidemment ce parallèle avec son sandwich, hein. On sait que quand il a été introduit, Nanami avait une histoire avec ce sandwich qu'il allait chercher dans une petite boulangerie, etc. Enfin, on sent, Nanami, en fait, c'est un peu le parallèle, vous savez, entre le parfait, du moins le citoyen modèle japonais qui se lève le matin, qui va travailler, et en même temps, ce quotidien-là ne l'intéressait pas, ne l'intéressait plus. Il est devenu exorciste, mais il a gardé finalement cette partie, on va dire, de salarié. C'est pour ça qu'il parle toujours des heures supplémentaires, etc. Mais là, on a fait sortir le personnage un petit peu de sa zone de confort. Et là, on découvre un peu un Nanami, mais vraiment vénère, mais vraiment vénère. Je n'ai jamais vu Nanami à ce niveau-là. On sait déjà qu'il va faire du sale dès le début de l'épisode. Bref, ensuite on a un petit passage sur Mei Mei. J'apprécie beaucoup cette femme parce que d'une certaine façon elle est aussi flippante que les antagonistes. Clairement, tu vois, elle est imbue d'elle-même, elle est hautaine. Elle a son petit frère ou je sais pas trop quoi, oui, là, qui est là à côté, il applaudit et tout. Enfin, c'est une scène, hein. C'est une comédie. Et même la musique suit bien à côté. On a une musique un peu, pas de cirque, mais tout ce qui est, toute une mise en scène autour, comme si c'était une comédie, en fait, cette Mei Mei. Et d'une certaine façon, elle a un côté comédienne. Elle aime qu'on la regarde. Elle est là pour le fric, elle le dit clairement. Elle est extrêmement forte. Son sort inné, c'est juste de manipuler des corbeaux, et au final elle arrive à se hisser à un niveau de ouf, à combattre des fléaux de classe S, et elle fait clairement du sale, donc elle est assez impressionnante. J'aimerais bien la voir d'ailleurs en activité, en action purement et simplement, afin de bien comprendre sa puissance, mais là on va le voir parce qu'à la fin elle combat un fléau de classe S. Mais en tout cas, toute la mise en scène autour d'elle, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique, encore une fois, ne serait-ce que les OST qui suivent bien, son petit frère à côté qui applaudit, l'antagoniste à côté en bas qui lui aussi il applaudit. Enfin, c'est n'importe quoi, mais ça fonctionne en fait, on peut pas dire le contraire, ça fonctionne. Tous ces petits trucs là, c'est ce qui fait finalement la saveur du personnage, et on se doute bien qu'elle va affronter cette fois-ci un véritable adversaire. Mais on verra par la suite, il va y avoir extension de territoire et tout, mais on va voir ce qui va se passer par la suite. Et ensuite, donc, on a le retour de Toji. Donc là, c'est le véritable retour de Toji Fushiguro, donc l'assassin, le père de Megumi, normalement Fushiguro. Donc normalement, il devait juste prendre le corps de Toji, du moins le petit-fils de la vieille devait juste prendre le corps de Toji, mais finalement, c'est le véritable Toji qui revient. Donc là, tout de suite, j'ai vu un parallèle avec ce qui s'est passé dans le début de la saison, parce qu'on sait bien que ce personnage-là, Toji Fushiguro, avait affronté Geto et Gojo, il les avait vaincus tous les deux. Donc, est-ce qu'il va y avoir, on va dire, encore une fois, affrontement avec Yuji et Megumi, qui sont, on va dire, un petit peu, si tu veux, la nouvelle génération? Je ne pense pas. Je pense que l'auteur va partir directement avec un affrontement avec Megumi. Donc, il y aura l'affrontement père-fils. Donc là, effectivement, c'est un affrontement qui va raconter énormément de choses. Je pense qu'il y aura cet affrontement, c'est obligatoire, hein. Tu peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. C'est obligé, enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Peut-être aussi libération du véritable pouvoir de Megumi, parce que comme je vous dis, je me suis rematé la saison 1, et je vois bien que notre ami Sukuna, clairement, dit quelque chose sur Megumi. Il dit, Megumi, il y a quelque chose. C'est dommage, j'aurais aimé voir ses pouvoirs. Donc il a quelque chose, il a un pouvoir caché, il a quelque chose, Megumi. Donc, est-ce qu'il va le libérer avec son père? Ça serait très intéressant. Donc la confrontation père-fils, à mon avis, va être très sanglante, très violente. J'ai hâte de voir ça. Maintenant, en termes de niveau de puissance, je pense que ce Toji-là, il arrivait à faire face à un Geto et un Gojo, mais à l'époque,
Gojo maintenant après il a pris encore un niveau de ouf parce qu'il s'est éveillé après, et même Geto aussi il a pris un niveau de ouf, il a absorbé je sais pas combien de fléaux, donc c'est pas les mêmes en termes de niveau de puissance, mais il était quand même extrêmement fort, il était extrêmement puissant. Donc comment Megumi va faire pour combattre son père? Parce que je lui dis, hein, pour moi c'est contre son père, hein. Sinon tu passes à côté d'un délire, hein, mais un truc de ouf. Donc ça c'est une confrontation obligatoire pour moi. Ensuite on a la confrontation, donc c'est Nobara son nom je crois, la fille là, contre un des antagonistes qui a en fait finalement, il maîtrise une main et à laquelle est accrochée une épée. Alors je dois avouer que j'ai été un petit peu déçu de la prestation de Nobara. J'espère que c'est Nobara son nom, parce que je dis Nobara mais je suis même pas sûr que ce soit ça son nom. Mais bref, j'ai été un petit peu déçu de sa prestation. J'espère vraiment que dans cet arc, elle va faire plus que ça. Vous savez, c'est important dans le trio Yuji, Itadori, Megumi et Nobara que, d'une certaine façon, on n'est pas une Sakura bis. C'est très important. Les fans dans l'univers manga se moquent beaucoup de Sakura parce qu'elle n'a pas servi à grand chose, mis à part sur la fin où elle a fait des trucs plutôt sympathiques. Mais au global, dans l'œuvre, elle sert pas à grand chose, faut dire la vérité. Eh bien, il ne faut pas retomber dans ses travers avec Nobara, donc il faut vraiment qu'elle ait des combats. Dans la saison 1, elle a eu des très beaux combats, attention, elle a eu des beaux duos aussi, mais là, j'ai trouvé franchement que elle était totalement dépassée face à un adversaire qui... Franchement, bon voilà, c'était pas non plus un adversaire extraordinaire, même si effectivement il avait une technique qui était plutôt dérangeante. Mais au final, franchement, j'ai trouvé qu'elle aurait pu faire une meilleure prestation. Donc un petit peu déçu de sa prestation. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait même pas de match. Elle était totalement dépassée par le niveau du mec là avec sa main. Enfin, personnellement, j'ai été un peu déçu de la prestation de Nobara, je dois le dire. Franchement, les frérots, désolé. Par contre, je pense que tout ça, ça a été mis en place pour mettre en valeur, pour mettre en lumière l'arrivée de Nanami. Et rematez-vous l'épisode, vous verrez que même au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance sonore, de la musique, des bruitages, vous avez remarqué qu'ils ont fait quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire qu'ils ont monté crescendo. Ils ont monté le volume crescendo. Moi, je regarde généralement l'épisode avec un casque, donc j'ai vraiment pour avoir toutes les nuances. Vous savez, toutes les nuances de l'épisode et des choses peut-être des fois aussi qu'on laisse passer lorsqu'on regarde ça comme ça sur son ordinateur ou sur sa télé. Et bien avec le casque, j'ai bien compris, j'ai bien tout de suite compris à quel point l'ambiance sonore montait crescendo. Et en fait, l'ambiance sonore te montre qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive. Et cette chose, ce n'est pas l'antagoniste qui va tuer Nobara ou la fille en costume. Non, c'est l'arrivée de Nanami. C'est son arrivée, en fait, qui est mise en scène. Et c'était juste incroyable. Le son qui montait, etc. Nanami qui arrive. Et quand il arrive là, il a un visage, mais d'une puissance. Il est énervé. Tu te dis, mais là, c'est fini pour le mec. Et j'ai apprécié aussi à ce moment-là parce que le gars, dans tout le combat, il faisait le fou. Il faisait le fou, ouais, il plantait, il s'amusait, il rigolait. Ah, 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 ouais, les filles, ah, ah, il s'amusait. Sauf que, il y a une phrase que je sors souvent, c'est « Hey frérot, tu fais le fou, mais quand tu vas tomber face à un mec plus fou que toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Alors Nanami n'est pas un fou, attention. Mais quand je dis plus fou que toi, c'est un mec plus jusqu'au boutiste, pour le goût. C'est-à-dire que lui, il va pas venir pour rigoler avec toi. Et il a le niveau de puissance. Donc quand il vient, il pose la question, tu sais que cette question-là, il va la reposer en fil. Ça se voit. Il arrive, il dit « Où sont tes amis? Combien sont-ils et où sont-ils ?» Tu réponds pas, bim, patate. Ouais, la première patate déjà, le gars il dit « J'ai failli mourir. » Une patate. Il lui a mis un coup de poing. Il lui a mis un seul coup de poing. Le gars direct il dit « J'ai failli mourir. » Un coup de poing, t'as failli mourir. Donc déjà, tu comprends que ça va mal aller pour toi, mon ami. Ça va mal aller pour toi. Il lui met un coup de poing. Il le reprend, alors il essaye de faire venir son épée. Nobara, là, sert enfin à quelque chose. Elle envoie ses petits clous. Enfin, il y a bien qu'à servir à quelque chose dans le combat. Il lui repose la question. Alors, tu réponds ou pas? C'est toi qui as tué tous les gens en costume et tout? Et là, en fait, en gros, c'est une thérapie qu'il a fait. C'est une thérapie parce que le mec, il faisait le fou au début. Il faisait le fou. Et à la fin, ah, je suis désolé. Ah bah, t'as repris la raison. Finalement, t'es plus un fou. Avant, tu faisais le fou, tu faisais le malin. Ouais, machin, je m'amuse avec mes capacités. Je ne connais même pas toutes les capacités de mon sort inné, machin. Il faisait le kéké. Il faisait le malin. Sauf qu'il est tombé face à un Nanami vénère et bizarrement, tout de suite, pardon, excuse-moi, il est redevenu normal. C'est une thérapie, hein. Je dis, si vous connaissez un mec, un fou, vous l'envoyez voir Nanami. Nanami, lui, c'est une thérapie directe. Ah bon, tu fais le fou? Il va te mettre une patate dans la bouche, mon frère, direct, tu vas reprendre tes esprits. Ah oui, finalement, je vais très bien. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je dois aller? Il va aller chercher un travail après.
Les frérots, dans cette scène-là, elle était magnifique. Et après, la patate, la dernière patate qu'il lui met, tu sais que le gars, c'est terminé. Parce que déjà, la première patate, il te dit, j'ai failli mourir. Alors la deuxième, non, le combat est terminé. Le combat est terminé. Donc non, franchement, cette scène-là, elle était magnifique, splendide, splendide. Et comme je vous dis, tout a suivi derrière les bruitages des OST. C'était vraiment violent. D'ailleurs, je pense que j'irai vérifier sur le manga pour voir comment en manga ça a été structuré, orchestré aussi. C'est très intéressant de faire des comparaisons. Et comme je vous dis, il y a de très fortes chances que je rattrape un petit peu en manga parce que là, je suis pris dedans, je vais pas mentir. J'aime bien ce que je vois en tout cas, j'aime bien ce que je vois. Bref, en tout cas, on a ensuite Geto qui va donc s'opposer à Mei Mei, hein. Ils vont s'opposer tous les deux. D'ailleurs, je vois que je m'aperçois au niveau des noms, ça va, je m'améliore. Bref, donc Geto s'oppose à Mei Mei, sauf qu'il va lui sortir un fléau de classe S, et ce fléau va immédiatement sortir une extension de territoire. Donc l'extension de territoire, évidemment, tous les coups portent, etc. Donc il arrive à l'enfermer dans une sorte de petite boîte, il l'écrase avec une pierre, enfin ça devient vraiment un truc de ouf. Alors tu sens qu'il a une technique plus ou moins étrange, il compte 1, 2, 3, machin, donc ça, je sais pas encore. C'est très technique dans Jujutsu Kaisen, donc il faut vraiment suivre les techniques des antagonistes et des protagonistes, mais c'est bien parce que Mei Mei va devoir cette fois-ci affronter un adversaire à sa mesure, ou peut-être qu'elle va le fumer, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air tout de suite compliqué pour elle. Maintenant, avec Mei Mei, ce que je trouve intéressant, c'est le rapport qu'elle a avec son petit frère là, Oui. Je pense que lui, au bout d'un moment, je pense qu'il va jouer un rôle. Je sais pas comment on peut faire, parce qu'il est toujours là en train de l'applaudir, donc forcément, peut-être que si elle est mise en difficulté, il peut peut-être faire quelque chose. Alors, intervenir, j'en sais rien, mais peut-être qu'il cache quelque chose. Vous savez, un peu comme Zaraki Kenpachi, alors je ne veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas vu la dernière saison de Bleach, mais en tout cas, voilà, le rapport entre Zaraki Kenpachi et Yashiro, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le même sens avec Mei Mei et Oui, vous voyez ce que je veux dire, un truc, peut-être une petite inspiration, parce qu'on sait que Gege Akutami s'inspire énormément de Bleach, il s'inspire énormément d'Hunter x Hunter. Franchement, c'est vrai que dans les pouvoirs, j'ai l'impression que c'est du Hunter x Hunter, saupoudré avec un peu de Bleach et un petit esprit Yu Yu Hakusho aussi. Franchement, c'est comme ça que je définirais un petit peu Jujutsu Kaisen, c'est Hunter x Hunter très clairement. Par contre, c'est vraiment, il y a vraiment des similitudes assez criantes avec Hunter x Hunter. Avec du Bleach aussi, les Bankai, les extensions de territoire, etc. Et aussi avec une petite odeur de Yu Yu Hakusho, en termes d'atmosphère et tout, ça fait aussi penser un petit peu à Yu Yu Hakusho. Et une narration qui fait aussi un petit peu penser à la Naruto, mais plus à Hunter x Hunter aussi quand même. Donc voilà, je pense que voilà un peu les inspirations de Gege Akutami, mais il arrive quand même à avoir un petit peu son univers, les exorcistes et tout, il arrive à créer des choses, il arrive à créer des nouveautés aussi, donc je ne suis pas en train de dire qu'il a littéralement tout repompé. Il y a beaucoup d'inspiration, c'est clair, mais ça a son petit charme quand même, ça a son petit charme, surtout dans la saison 2. Ça, vraiment, hein, la singularité de Jujutsu Kaisen ressort plus dans la saison 2 que dans la première saison, où la première saison, vraiment, pour moi, c'était vraiment du copier-coller de ce qu'on avait déjà vu. C'était mortel, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà. Maintenant, je vous avoue que le fait d'avoir revu la saison 1 en ayant les informations de la saison 2, ça a permis, selon moi, d'améliorer mon visionnage parce que j'ai compris pas mal de choses que je n'avais pas compris auparavant. Parce que ça reste technique quand même, l'univers de Jujutsu Kaisen. Il faut suivre. Il faut vraiment suivre si tu veux vraiment maîtriser l'univers. C'est comme Hunter x Hunter, il faut suivre. Tu peux pas te permettre de passer à un truc, machin, non, sinon tu peux louper une très grosse info. Donc ça, c'est bien. Je comprends maintenant mieux, on va dire, l'engouement autour de Jujutsu Kaisen parce que les fans d'aujourd'hui, effectivement, aiment beaucoup la technicité. Ils aiment beaucoup quand c'est technique, pas technique inutilement, mais technique dans le bon sens du terme, où c'est complexe parce que ça enrichit finalement l'œuvre, ça enrichit l'univers, ça enrichit toute la complexité de l'œuvre. Et les fans aiment beaucoup ça. Donc je comprends aussi mieux maintenant le succès de Jujutsu Kaisen parce que Hunter x Hunter a du succès aussi grâce à ça, grâce à sa technicité, à sa complexité et au fait que c'est assez atypique finalement. C'est peut-être même le Nen, c'est très certainement le pouvoir le plus complexe de tout l'univers manga. Alors attention, on a aussi les stands dans Jojo où Araki a une polyvalence de pouvoir qui n'est pas encore égalée, très clairement, mais en termes de complexité dans le pouvoir même, c'est-à-dire le déclencheur du pouvoir, le Nen, ça reste le plus complexe de tout l'univers manga. À voir si Jujutsu Kaisen le dépassera ou pas, on verra bien. Bon, bref, les frérots, je m'arrête parce que quand je commence à parler comme ça, vous savez, je ne m'arrête jamais. On est déjà à 14 minutes de vidéo. Les frérots, bon, en tout cas, un très très bon épisode. Je lui donne la note de 8,5 sur 10, les frérots. J'ai failli aller jusqu'au 9, mais franchement, le combat de Nobara m'a un peu énervé. Mais l'arrivée de Nanami, bien lourd quand même. Donc en tout cas, les frérots, on suit comme d'habitude tout ça avec honneur, les frérots. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Nanami. Là, c'est Nanami, c'est obligatoire. Nanami, frérot, le gars, il était fou. Il l'a défouisé.
Il la défouille et il lui a fait une thérapie. Une patate. Il met des patates thérapie.